On va passer au second groupe. Donc, je vois apparaître le département école au presque grand complet d'ATD Carmonde. Ils vont se présenter eux-mêmes et se livrer au même type d'exercice que vous. À vous, ATD, donc. Euh, Bonjour à tous. Donc, bon, on est un petit peu plus nombreux que prévu et pas tout à fait la bonne composition, mais ça va aller. Alors, moi, je suis Clotilde Granado, je suis responsable donc, du département école d'ATD Carmonde. Le département école, c'est un réseau d'enseignants à travers la France qui cherche à réfléchir à la problématique que pose l'enfant en situation de précarité à l'école et comment on peut améliorer ces pratiques pour pouvoir mieux faire réussir les enfants en précarité. Et à Télécarmon, on a pour vocation de travailler plus particulièrement avec les personnes qui sont en situation de précarité et de voir quels sont les apports qu'elles peuvent donner. Donc, à l'intérieur de ce réseau, on a en plus des enseignants, des parents en situation de précarité et aussi, puisque l'école ne veut pas tout toute seule, des acteurs de quartier. Quand Patrick nous a fait la demande, on a fait un appel aux différents parents du réseau d'ATD à travers la France de savoir qui voulait venir parler de ce qu'il savait de l'école dans votre groupe. Donc, je vais leur laisser la parole, même si on va un petit peu interagir, et c'est eux qui vont vous présenter. C'est vraiment de la discussion libre. On n'a pas cherché à répondre à des questions, on a cherché à parler de l'école, et donc ils vont parler de l'école. Alors, nous sommes un groupe de 7 parents. Il y en a de Beauvais, il y en a de Marseille, il y en a de la région parisienne et il y en a de Rennes. Nous vivons dans des quartiers ruraux et sensibles. Il y a dans notre groupe une mère avec 3 enfants, dont une de 20 ans en bac STMG, qui a arrêté l'école après un an à l'université. Une de 18 ans avec un bac ST2S, euh, qui n'a pas continué, n'ayant pas eu de vœux qui l'intéressent sur Parcoursup, et une fille de 16 ans en première générale. Dans ce groupe, il y a une mère seule avec 4 enfants, une de 34, ayant un niveau de BEP sans l'avoir validé. Une de 30 ans, ayant eu un CAP en milieu rural. Un garçon de 28 ans ayant arrêté après la troisième. Et un de 19 ans ayant eu un bac pro, mais n'ayant pas pu poursuivre ses études faute d'avoir trouvé un patron pour un BTS en alternance. Il y a également une mère en couple avec 5 enfants, une fille de 16 ans en première professionnelle, une fille de 14 ans en maison familiale rurale, un garçon de 13 ans en quatrième, un garçon de 12 ans en dispositif Ulysse en sixième et une fille de 8 ans en dispositif Ulysse CE2. Une mère avec 4 enfants, une de 24 ans ayant obtenu un BTS, un de 22 ans qui a eu un CAP, un de 19 ans en première année de BTS et un de 13 ans en quatrième générale. Une mère de couple avec 4 filles, une de 14 ans en SECPA, une de 12 ans en ITEP, une de 8 ans en CE2 et une de 4 ans en moyenne section. Et il y a également une mère en couple avec 4 filles, une de 22 ans en licence de chimie, une de 18 ans en BTS, une de 15 ans en seconde générale et une de 12 ans en cinquième. Nous participons à TD Carmonde sur la réflexion de l'école. Nous sommes également investis dans des universités populaires Carmonde. Nous participons régulièrement à des croisements des savoirs. Euh, euh, L'un ou l'une d'entre nous est représentant au CNLE et deux d'entre nous avons participé à la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, au CESE. Alors, la première partie sur laquelle on a travaillé, c'est comment nous accompagnons nos enfants dans leur scolarité.
Donc, on les accompagne en leur demandant qu'ils nous racontent ce qu'ils ont fait à l'école, en regardant Pronote, en nous rendant aux rendez-vous qui sont proposés par l'école, en les aidant pour faire leurs devoirs, en regardant leurs cahiers, les manuels pour savoir où ils en sont. Comme ça, on peut savoir ce qu'ils travaillent. Et ça arrive souvent que des livres ne soient pas donnés et qu'on ne puisse pas voir, donc on ne sait pas ce qu'ils sont en train de travailler. On recherche de l'aide quand ils sont en difficulté. Donc, il y a les frères et les grandes sœurs qui peuvent aider. On cherche sur Internet, on prend des cours particuliers, on les inscrit à devoirs faits et on va aussi sur YouTube où il y a des tutos qui sont très bien faits pour aider les enfants. On n'est pas prof, donc on essaie de les accompagner dans leurs devoirs comme on peut, on se débrouille, parce qu'on veut qu'ils puissent avoir une bonne poursuite d'études, qu'ils aient le choix de choisir leur orientation et qu'ils ne subissent pas. Voilà. Alors, par exemple, en maths au collège, il y a des tutos YouTube. Il y a un site qui est vraiment bien fait. On s'aide aussi dans la famille. Par exemple, il y en a un d'entre nous qui se débrouille avec le français et l'anglais. Mais comme la famille n'est pas matheuse, il faut des cours spécialisés. Moi, ma fille, elle a des problèmes en anglais. Elle a des difficultés que cette année. Avant, c'était pas relevé. Pendant tout l'été, elle a travaillé sur l'anglais en mettant des téléfilms pour mieux apprendre. Mais ce n'était pas suffisant. Elle a quand même des lacunes. Pour suivre la scolarité. Alors au collège, on suit sur Pronote. On peut voir sur Pronote, il y a une partie où on peut voir s'ils ont acquis, non acquis, ou souvent ça n'a pas été étudié. Donc c'est vraiment indispensable Pronote puisqu'on peut voir toutes leurs difficultés. Par exemple, s'ils ont des points rouges, ça veut dire qu'ils sont en difficulté. Donc on peut le suivre. Et comme ça, on peut travailler avec l'enfant. Et c'est différent suivant les parents. Il y a des parents qui ne regardent pas, qui regardent qu'en fin de trimestre ou juste à la fin pour le signer. Donc, alors, le professeur, bah, pour ce qui est acquis, le professeur va donner ses opinions sur l'élève. Après, ils nous disent si c'est bien compris ou pas compris, ou à un niveau fragile. Après, on nous dit aussi que si c'est non acquis, c'est pas forcément en fait qu'ils ne savent pas, parce que des fois, c'est même pas étudié en fait. Or que ça devrait être au programme. Et en primaire, il y a le livret où il parle du comportement des enfants, des notes et des appréciations. On sait comme ça si l'enfant est attentif, s'il est bavard ou pas, s'il a besoin d'accompagnement. De temps en temps, ils mettent un accompagnement personnalisé si l'enfant est un peu en difficulté. Et on a les évaluations nationales du primaire jusqu'au lycée. Donc, on voit ce qui est censé avoir été appris avec des toiles d'araignée. Mais si on ne sait pas comment ils ont été jugés, s'ils n'avaient pas étudié l'année d'avant, en fait, bah, ça va être bas, or que c'est pas de leur faute aux enfants. Alors, pour les rendez-vous avec les professeurs. Prendre un rendez-vous avec un professeur, ça peut être compliqué, car il parle beaucoup du comportement de nos enfants, mais ils nous disent pas et ils nous disent ce qui est acquis ou non. On reçoit des informations dans le carnet de correspondance et ensuite on demande éventuellement un rendez-vous. C'est l'exemple. Dans la disponibilité. À l'école, surtout à l'école alimentaire, on est
confronter à la maîtresse pour savoir les acquis. On demande plus souvent, mais les profs au collège ne sont pas disponibles pour chaque parent. Si on va demander de les voir, ils sont très occupés. Et on ne demande qu'en cas de force majeure s'il y a vraiment un problème. Et ce n'est pas toujours facile de se libérer pour les rendez-vous et on n'a pas tout de suite un rendez-vous s'il y a une problématique. Voilà. Voilà. Il me faut presque une bonne semaine, même 15 jours pour avoir un rendez-vous. Mais je ne demandais pas aux profs de venir pour savoir comment ma fille travaillait, parce qu'on a pronote, hein. Mais ma fille avait un problème particulier, donc j'ai demandé à voir les profs pour pouvoir leur expliquer l'attitude de ma fille, car j'étais en plein divorce. C'était un peu compliqué, mais ils ont compris et après ils ont un peu lâché ma fille. Moi, quand je demande un rendez-vous, je l'ai rapidement. Par contre, c'est à 10 heures du matin. Mais c'est vrai que pour le délai, je ne peux pas me plaindre. J'envoie un message sur Pomote et en 30 minutes, j'ai une réponse. Pour nous, nos enfants sont placés en famille d'accueil. Et du coup, l'école est sur le lieu de cette famille. Et nous, en tant que parents, ça ne nous dérange pas de prendre des rendez-vous, mais ce qui nous dérange, c'est qu'il faut aller à l'école qui est très éloignée. Et du coup, c'est un handicap. Enfin, on le ressent comme un handicap parce qu'il faut prendre la voiture. Et comme en plus, en ce moment, on n'a pas de voiture, il faut prendre le car ou le train. La présence des parents influe sur le comportement des profs. Euh, Nous, on a bien compris que si les parents ils étaient présents, eh ben, les profs ils faisaient plus attention à l'élève. Parce que sinon, ils pensent que l'enfant est livré à lui-même et que les parents ils n'envoient leurs enfants que par obligation. C'est donc dommage quand les parents ne peuvent pas rentrer dans l'établissement en début d'année et qu'il faut attendre un trimestre, voire deux, pour y venir. Alors, après, on a travaillé sur ce qu'on apprend à l'école. Ce qu'on apprend à l'école, ce que nous savons, c'est de ce qui est après l'école vient surtout des manuels et des devoirs que nous suivons. On note, nous fournit des informations sur les compétences, mais pas sur le savoir. Nous savons qu'il est éventuellement possible de trouver les programmes sur Internet. On peut savoir avec les bulletins les acquis des compétences en fin de cycle, avec ce qu'il a appris, ce qu'ils sont capables de faire, tout seul ou pas. Sinon, il faut prendre rendez-vous pour le savoir. Moi, je vais souvent rencontrer les enseignants parce que j'aime bien savoir la scolarité de mon fils. Pour nous, à l'école, les enfants apprennent à savoir lire, écrire, compter, à savoir le vivre ensemble, savoir-être, la sociabilité et les cours de vie de citoyen. Ce qu'on a retenu dans les accompagnements, quand on accompagne les devoirs ou quand on lit les manuels, c'est qu'il y a un travail sur les émotions. Il y a comment on règle un conflit, les lois, entre guillemets, de ce qui est possible ou pas avec les autres, la vie en groupe. À l'école, ils apprennent aussi à manier l'informatique. Et nous n'avons pas tous eu cette chance-là. Au collège, ils apprennent plutôt l'histoire de France, comment être un bon citoyen, la SVT sur le corps, comment l'air est fait, la physique, la chimie. Pour nous, c'est beaucoup de culture générale au collège. L'histoire, la géo, la science, la physique, la chimie, les guerres, les atomes, les os, ces trucs-là. Tout ça, ça fait bien mal au crâne pour certains d'entre nous. Au lycée, je ne sais pas bien ce qu'elle apprend. Je sais qu'elle fait ses devoirs toute seule, mais je ne vais pas mentir, je ne sais pas regarder. Moi, je sais qu'elle fait ses devoirs toute seule et je vois qu'elle se débrouille. Alors après, on a beaucoup parlé aussi de ce que, en tant que parents, nous attendons de l'école. Alors, une première chose,
Une première chose, nous trouvons que le programme est lourd pour tout le monde. Lourd pour nos enfants, il y a peu de place pour l'échec. Lourd pour les professeurs, lourd pour les parents, parce que on a encore des devoirs. Enfin, on a encore le devoir de faire les devoirs à nos enfants. Les programmes ne sont pas tenus car les profs sont souvent absents et non remplacés, ou ils n'ont pas le temps de le faire, ou parce que l'acquisition des élèves est trop lente et que les élèves sont trop chargés. Ça pose problème parce qu'il y a toujours une prise en compte des chapitres non acquis pour les années suivantes. Si l'enfant a compris, tant mieux. S'il n'a pas compris, tant pis. On passe au chapitre suivant parce qu'il n'y a pas le temps. Pour les élèves en difficulté, on ne tient pas compte de ce qui n'est pas acquis. Et cela peut aller jusqu'à faire passer des élèves de classe en classe, tout en sachant qu'ils ne pourront pas suivre les années suivantes. Pour nous, c'est important que pour la poursuite des études, si ce n'est pas acquis maintenant, ils ne vont pas le refaire. Donc, franchement, ça va être très compliqué. Par exemple, moi, mon fils, quand il était en sixième, c'est une fin de cycle, le prof de maths, il l'a dit qu'il n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin du programme. Donc, ils ne vont pas revenir dessus après parce que c'est censé être acquis. Et ça ne l'était pas. Et il y a des trucs où mon fils, il m'a dit qu'il était non acquis. Non parce qu'il ne sait pas le faire, mais c'est quelque chose qu'il n'avait pas appris. Du coup, c'est ultra compliqué parce qu'ils ne le savent pas. Donc, ils vont mettre des réponses au hasard comme ils peuvent. Pour nous, les professeurs doivent prendre le temps de vérifier que chaque élève a compris la notion expliquée par l'enseignant. Comme ça, bah, si l'élève il a loupé, eh ben, il peut revenir dessus après et le refaire plusieurs fois. Pour nous, il faudrait que l'école laisse le temps à chaque élève d'acquérir toutes les connaissances et vérifier que chaque élève a acquis. Pour nous, au primaire, les professeurs doivent s'adapter, même si ça fait ralentir. Les professeurs doivent se dire que ce n'est pas grave. Alors, un autre point qu'on a travaillé, c'est les pédagogies qu'on aimerait voir mettre en place. Alors, honnêtement, le mot pédagogie, c'est avec Marie-Noël qu'on l'a rajouté, mais parce que on pense que ça correspond. Pas qui travaille de groupe. C'est toi, ou de marquer Clotilde. Ah, c'est bon. D'accord. Je pensais que c'était les... Non. Nous pensons qu'il est important de faire travailler les élèves en petits groupes pour être dans la coopération plutôt que la compétition. Ce ne sont pas forcément des groupes de niveau, mais ce sont des élèves qui vont travailler ensemble. Il y en a un qui va savoir faire quelque chose et qui va pouvoir montrer ou l'expliquer à l'autre. Le travail coopératif ensemble permet que tout le monde apprenne un peu mieux. Pour nous. Allô. Non, c'est pas moi. Et toi? Donc, je vois que d'essai là. Après, il y a Maxime qui bat. Alors, pour nous, si les professeurs suivent le même programme, ils n'ont pas tous la même façon de transmettre et c'est parfois un problème de transmission pour les élèves. Certains d'entre nous pensent que quand on est assis et qu'il faut écouter le professeur, c'est plus difficile. C'est mieux quand on peut être debout, bouger. Par exemple, dans ce groupe, en maternelle, l'un des enfants est en moyenne section et elle a fait l'école dehors. Elle a été dans une forêt, elle a appris ce que nous appelons science, mais dehors. Donc, cette feuille, c'est quel arbre? Quel fruit fait partie de cet arbre? Et ensuite, elle fait des calculs. Dans un pot, 3 fruits, donc c'est trois glands, 3 pommes de pin. Et on pense réellement que apprendre de situations concrètes rend les choses plus faciles. Dans l'école idéale, enfin, si on aimerait une école idéale, c'est que tout le monde mette les maths
en pratique à travers la charpente, par exemple, ou la cuisine. Tout ce qu'il y a de bon là où on a besoin des maths. Pardon. Ou du français et mettre sur des parcours. C'est le travail du bois, donc il y a la géométrie dedans. Et puis il y a aussi la conception du projet, c'est-à-dire réfléchir, faire des croquis, calculer le coût des matériaux, enfin tout ça. Moi, j'ai connu les deux. Le collège avec un parcours classique et après, je suis allée en lycée professionnel. Avant d'arriver dans ce lycée professionnel où on apprenait les maths à travers la cuisine, j'aimais pas travailler les maths. Et quand je suis arrivée dans ce lycée-là, je ne sais pas ce que ça a produit chez moi, mais j'ai dit, ça, c'est de la cuisine, de faire des maths. On voudrait un environnement apaisant. On trouve ce qui manque dans l'école, c'est la médiation animale. Il manque des animaux dans les salles de classe. Car les enfants, au lieu de se confier à un humain, ils pourraient aller caresser un cheval, un chien, un chat. Du respect, l'arrêt de la stigmatisation et de l'ambition. Ce qu'on attend de l'école, c'est que les professeurs respectent nos enfants, ne les stigmatisent pas et qu'ils aient de l'ambition pour nos enfants. Les enseignants classent les élèves selon leur situation. C'est-à-dire que si un enfant vit dans la précarité, c'est un enfant qui n'arrivera jamais à faire ça ou à prendre cela. C'est qu'il juge trop vite. Quand ma fille était en troisième, elle était, comme on dit, déstabilisée par un prof, son prof principal, son prof de français. Elle m'a dit, il n'arrête pas de nous rabaisser et de dire, vous êtes des nuls, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et elle n'arrêtait pas de pleurer. À la fin de cette année, j'ai vu sur Pronote que sa demande d'être orientée vers la classe générale a été refusée par le conseil de classe alors qu'elle avait la moyenne. J'ai demandé une réunion avec ce professeur. Il m'a dit, écoutez madame, si vous voulez que votre fille soit dans la nature, mettez-la en général. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer. Donc, soit vous acceptez, soit elle n'aura pas d'établissement. On pense que les enfants sont jugés selon leurs grands frères ou leurs grandes sœurs. Si les enfants les plus grands n'ont pas réussi, ils ne donnent pas la chance aux plus petits frères ou sœurs de réussir, ou ils les cataloguent pareil que les plus grands, alors qu'ils ne savent même pas comment l'enfant peut être. En parlant d'orientation, mon fils était en seconde générale et à la fin de sa seconde générale, on lui a proposé de se réorienter en professionnel. Moi, j'ai fait appel, j'ai contesté la décision puisqu'il voulait faire un bac STMG. Et du coup, en allant en appel, j'ai rencontré une dame. Elle lisait les noms de famille. Elle a envoyé tous les copains de mon fils en professionnel. Quand elle m'a vu arriver, elle m'a demandé si j'étais la maman de mon fils parce que mon enfant est métisse. Je lui ai dit que oui. Et à ce moment-là, elle a accepté qu'il parte en technologie. La notion aussi importante, c'est la notion de non-abandon. On veut une école qui arrête de répéter aux enfants qu'ils ne sont pas capables. Une prof m'a dit que mon fils était un feignant. Elle me l'a dit carrément. Il n'aura jamais le bac. En fin de compte, quand elle a vu qu'il avait eu le bac, elle a été étonnée elle-même. En troisième, mon fils avait son comportement qui laissait à désirer par moment. On lui disait, si tu continues, tu ne seras pas capable de faire ça. Mais ça fait qu'il a tellement entendu ces choses-là que lui, il ne s'est pas senti capable de faire une seconde générale. On les abandonne depuis l'école et ensuite, on leur dit que ce sont eux qui abandonnent et qui ne sont bons à rien, qu'ils vont droit dans le mur. Et cela les fait abandonner ce que nos enfants avaient encore espoir de faire. Ce que nous attendons de l'école, c'est aussi que les enseignants accompagnent l'enfant avec des difficultés jusqu'au bout et qu'ils l'aident à prendre confiance en ses capacités
On veut une école qui n'abandonne pas pour nos enfants. Pour le redoublement, on sait que ce ne sera pas profitable. Mais par rapport à l'enfant qui va passer, car s'il redouble, ça va le dégoûter de l'école, il risque de faire encore moins bien. Mais l'école les envoie dans la classe suivante pour qu'ils tombent tout seuls. Et là, nous, parents, on sait qu'il n'aura pas une orientation qu'il voudra. Nous, en tant que parents, on leur dit qu'il faut essayer malgré les échecs, que dans la vie, il y a toujours des échecs, on avance avec, mais qu'ils ne se démoralisent pas. Il faut quand même leur donner espoir malgré tout ça. On veut une école qui leur apprenne comment ne pas abandonner, qui leur dise qu'il peut y avoir des échecs, mais qu'il y a toujours de l'espoir. On veut une école qui leur dise comment continuer. On a... Pardon. Non, vas-y. Je vais être honnête. Parce que moi, je sais que j'ai déjà mon fils qui a essayé de trouver des stages. Et puis, on l'a recalé. On lui dit toujours qu'on ne veut pas de lui. Nous, en tant que parents, on leur dit que malgré les échecs, il faut qu'ils continuent. On attend que les professeurs n'abandonnent pas d'essayer de faire apprendre nos enfants. Par exemple, en CM2, ma fille, elle avait toujours des 20 sur 20 en écriture. Moi, je n'étais pas d'accord. C'était le moment du Covid. Je disais, ce n'est pas possible d'écrire un P qui prend toute la page comme ça. Et en fait, c'était des carreaux qu'il ne fallait pas dépasser. Donc, elle les dépassait. Et j'avais vu sa prof, je lui ai dit, moi, je ne suis pas d'accord sur le 20 sur 20. Parce que non, pour elle, c'était des acquis. Elle les avait obtenus vu que le prof avait noté 20 sur 20. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, c'est l'écriture qui dépasse les carrés, les 3 carrés recopiés, et les dictées aussi, c'était catastrophique. On veut des professeurs qui ont la volonté de dire aux enfants que le programme n'est pas fini et qu'il faut continuer à venir après la remise des livrets en fin d'année. Pardon. Ah non, c'est En fin d'année, nos enfants désertent et même la proviseure adjointe ne fait rien. Elle dit, on ne va pas aller les chercher quand même. Pour les enfants en difficulté, on aimerait, à l'intérieur des écoles, des équipes pluridisciplinaires. Cela éviterait que les enfants déjà en difficulté sortent de l'école pour aller voir des spécialistes. Cela éviterait que cela se répercute sur les apprentissages de chaque élève ou ceux qui sont en difficulté. Par exemple, pour le CESE, non, même pas. De l'école aussi, on attend qu'elle accompagne les enfants vers la vraie vie. On attend de l'école qu'elle apprenne aux enfants à acquérir de l'autonomie, à se débrouiller dans la vie quotidienne. Pour l'orientation, on aimerait qu'ils en apprennent un peu plus. Au collège, on leur demande d'être responsables, d'être autonomes pour trouver un stage, mais on ne leur apprend pas. J'en ai parlé au conseil d'administration, aux professeurs principaux de 3e, et je leur ai proposé de travailler sur comment se présenter devant une entreprise, et j'ai proposé le théâtre forum. On veut apprendre aux enfants à réfléchir par eux-mêmes. On attend de l'école qu'elle apprenne à nos enfants à plus réfléchir par eux-mêmes. On ne le voit pas vraiment à l'école primaire et qu'on ne le voit pas au collège non plus. Au collège, c'est encore très, très descendant. Il manque la réflexion de soi-même. Et nous avons terminé, Patrick, avec 2 minutes de Merci retard. beaucoup. Non, non, c'est parfait. De toute façon, on avait commencé avec un peu de retard. Et bon, on débordera peut-être un peu à la fin. Merci beaucoup. Il y a là, c'est vraiment une enquête que vous avez faite, hein. Je trouve que c'est d'une très, très, très grande richesse. Et en même temps, c'est très émouvant. Mais bon, on part de là l'émotion. On va quand même essayer de vous poser des questions pour avoir éventuellement des compléments. Des compléments. Voilà. Voilà. Je veux préciser, je ne suis pas d'accord avec le terme enquête parce que c'est vraiment de la discussion libre. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de construire vraiment une pensée. Parce qu'on aurait, sur un temps plus long, on aurait pu le faire. Voilà, Oui, oui, j'employais l'enquête dans son sens un peu extensif, hein, où Oui. voilà, on cherche, on ramasse des matériaux voilà, qui sont très riches. Et évidemment, on pourrait imaginer qu'elle soit plus construite, ça, mais ça viendra peut-être. Vous avez déjà beaucoup de matériaux. Donc, la même règle du jeu, pendant une dizaine de minutes, si des membres
du groupe de travail, le sens de l'école pour les élèves, le sens des savoirs. Pour les élèves, des questions à vous poser. Sinon, on pourra passer au chat. Et sinon, moi, j'aurai éventuellement une question. Je vous posais d'une part, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent, hein, alors que vous ne vous connaissez pas forcément entre les premiers intervenants et les seconds, ce qui est tout à fait intéressant parce que ça veut dire que c'est quand même voilà, un travail de recension, de type de rapport des familles populaires avec l'école, hein, qui fait apparaître des constantes. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup impressionné, c'est le fait que on voit que les familles vont chercher à l'extérieur de l'école, sur YouTube, sur des tutoriels, sur Internet, des choses dont on pourrait penser qu'elles sont à l'intérieur de l'école. Et est-ce qu'une des clés d'explication de ce qui paraît paradoxal, pourquoi aller trouver d'autres ressources alors que normalement il y en a, on retombe un peu sur la question que je posais tout à l'heure sur les devoirs à la maison, voilà, dont je dis qu'ils sont un peu externalisés. Est-ce que ça a un rapport avec les difficultés de rencontre et de contact dont vous faites état, surtout à partir du niveau collège? C'est-à-dire, si le collège est un peu une citadelle, est-ce que c'est pour ça que les parents vont chercher à l'extérieur? Est-ce qu'ils n'osent pas? Comment vous expliquez ça? Pourquoi tu vas chercher les demandes au camp? Mais parce que, en fait, les professeurs, ils n'ont pas le temps, enfin, pour les élèves qui n'ont pas compris, les professeurs ne réexpliquent pas. Donc, nous, parents, on n'est pas des professeurs. Hmm. On est obligés nous-mêmes d'aller chercher des tutos pour pouvoir expliquer aux enfants, pour pouvoir faire leurs devoirs et puis qu'ils arrivent à comprendre, en fait. Oui, mais on pourrait imaginer que les mêmes parents reviennent vers les professeurs s'ils en avaient la possibilité, par Pronote ou autre Alors, instrument mis à quand on contacte disposition, de leur dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Est-ce qu'il y a un verrou par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des tentatives de le faire et qui sont vouées à l'échec? Alors, on a déjà essayé, on contacte par Pronat, mais les professeurs n'ont pas, en fait, ils n'ont pas le temps. Ils avancent avec les élèves qui ont tout compris, et nous, on nous laisse un peu, avec les enfants en difficulté, un peu sans ressources, en fait. D'accord. Ce que je dois préciser, c'est que tous les dispositifs mis à leur disposition, devoirs faits, etc., sont utilisés avant d'arriver à YouTube ou grands frères et sœurs. C'est une fois qu'on reste, parce que même les dispositifs qui sont proposés comme devoirs faits ne vont pas répondre à des choses qui ne sont pas traitées en classe, en fait, et donc qui ne sont pas acquises par les élèves. Puis les professeurs, tu ne peux pas les rencontrer comme tu veux. Et Edith précise dans sa barre, Oui, oui, on l'avait entendu. Ce qui rejoint aussi la remarque selon laquelle, qui a l'air d'être unanime, les programmes sont trop lourds et donc bah, suivent les élèves qui peuvent suivre, hein. Et les enseignants n'ont, semble-t-il, matériellement pas le temps de revenir en arrière. Très, très heureux d'avoir un noyau d'élèves qui leur permet de finir le programme. Enfin, c'est un peu l'image que ça donne. alors, en tempérant sur le fait qu'ils sont trop lourds parce qu'il y a beaucoup de professeurs absents, et donc ça ne Aussi, oui. permet pas de finir, Oui. parce que les enseignants disent on est en REP ici, madame, donc ça va moins vite, donc c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Ce discours est entendu aussi. Donc, juste, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elisabeth? Ce n'est pas une question, mais dans la description que vous avez fait, présentation que vous avez faite des familles et de leurs enfants, euh, moi je voulais une note d'optimisme quand même, parce que beaucoup d'enfants avaient d'une certaine manière réussi leur scolarité. Et alors je ne sais pas comment on croise les propos que vous nous avez exposés avec la réussite des aînés. Alors, il y a une différence entre les aînés et les cadets, apparemment. Évidemment, comme ça, à vous entendre, il est difficile d'expliquer, mais j'ai été frappée. Alors, est-ce que les situations des familles se sont dégradées? Euh, mais vous avez présenté quand même un grand nombre de familles où les enfants étaient en BTS. Alors, je crois qu'il faut insister effectivement sur la difficulté de trouver des stages pour ces enfants, enfin, et leurs parents, pour ces populations. Et là, il y a une grande discrimination, je crois, et en effet, l'éducation nationale n'aide absolument pas à trouver des stages. Et euh,
il y en avait deux ou trois, je crois, qui avaient dû arrêter leurs études dans ce que vous avez décrit parce que ils n'avaient pas trouvé de stage, ce qui est vraiment déplorable. Donc, je voulais juste dire qu'il y avait quand même beaucoup de réussite, mais Mm. bien évidemment aussi de grandes difficultés, et avec, comme d'habitude, une orientation bien évidemment au lycée professionnel ou une orientation en Ulysse. Euh, c'est toujours les mêmes qui vont en Ulysse, ce qui était assez anormal, enfin anormal au sens statistique, il n'y a vraiment aucune raison que parce qu'on est dans la précarité, euh, les enfants aient des caractéristiques particulières par rapport aux apprentissages. Mais il y a des questions de Jean-Paul Delahaye euh, dans le chat, etc., ou des remarques. Madame Bautier, qu'est-ce que vous entendez par réussite? Mais je trouve que quand même aller en BTS, euh, aller, il y en a qui étaient orientés tout à fait en seconde générale. Alors je ne sais pas évidemment les résultats au baccalauréat de ces enfants, peut-être s'ils étaient encore en seconde, on ne peut pas le savoir. Mais il y a une continuité d'études. Il y a très peu de parents qui ont dit qu'ils avaient des enfants qui avaient abandonné, par exemple. Mhm. Je veux dire, il y a une volonté. Alors, il y a comme d'habitude cette volonté, évidemment, et c'est bien, enfin, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, mais c'est pour les enfants, c'est plutôt bien de, de tenter une scolarité tout à fait bac général, seconde générale, etc. Voilà, et ce qui est le parcours du combattant quand même pour ces familles en général, ça c'est certain. Voilà, donc dans la description que vous avez faite, non, je me suis trompée, j'ai mal entendu. Oui, en fait, statistiquement, il y a majoritairement des enfants même ceux qui arrivent jusqu'au baccalauréat, majoritairement, si on compte, hein, il y a quand même un, deux qui n'ont pas continué. Enfin, en gros, il y en a relativement peu qui ont continué derrière après le bac, c'est sûr. Pas mal qui ont été jusqu'au bac, mais il y en a relativement peu qui continuent après. C'est euh, c'est vraiment quelque chose qu'on observe, ce gap sur des familles qui se sont battues pour que leurs enfants arrivent jusqu'au baccalauréat. Et derrière, Parcoursup qui est une sanction, Parcoursup, l'alternance qui est inaccessible si on n'a pas un réseau pour trouver un patron, etc. Et là, on a vraiment une rupture qui est très importante. Oui, j'avais entendu des BTS à plusieurs Il y en reprises. a, oui, oui, il y en a qui ont tenté, il y en a qui y sont, mais pas majoritairement. Non, non, ça, j'ai bien entendu. C'est pour ça que j'ai dit, j'essaie de mettre l'accent sur un peu d'optimisme quand même. Oui, et puis on peut avoir l'impression que le BTS, c'est pour ces parents-là ce que le master pour d'autres. C'est-à-dire qu'on Oui. on arrive à des summums de carrière scolaire qu'il est difficile de dépasser dans le meilleur des cas. Mm. Alors, Alors, y a-t-il des choses dans votre chat? Est-ce que vous voulez y répondre? Il manque Jean-Paul Delahaye qui intervient beaucoup. quelle qualité vous attendez d'un prof? Est-ce que vous avez déjà rencontré un prof sympa? Un prof. Je traduis la question. Non, Non. non. Non, c'est pas pareil. Moi, j'ai déjà rencontré. Et les qualités alors? Quelle qualité vous attendez d'un professeur? Qu'il soit bienveillant. Oui, qu'il soit Vas-y. bienveillant. Nous, alors, pour répondre à la question, on attend déjà que le professeur il soit bienveillant envers l'enfant et qu'il puisse réexpliquer quand ils sont en difficulté, en fait. Patience. Voilà, la patience. Il a pas fait. Et qu'il soit aussi à l'écoute des difficultés de l'enfant. Et qu'il soit aussi à l'écoute des difficultés des enfants. Euh, bah, après, je pense qu'on a quand même beaucoup insisté dessus, mais vraiment pas stigmatiser, pas juger, pas, euh, pas tout ça. Parmi les choses que vous avez dites, hein, moi, je trouve qu'il y a vraiment une grande richesse. Euh, vous avez pris à l'envers la façon classique d'aborder la question de l'ambition. On dit souvent que les élèves de milieu populaire ne sont pas ambitieux, manquent d'ambition, et donc on fait des opérations comme une grande école, pourquoi pas moi, les réseaux ambition réussite, etc. Bon, les travaux un peu sérieux montrent que ça se
que ça ne se pose pas exactement dans ces termes-là. Et vous, vous dites, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir si l'école a de l'ambition pour nos enfants? Et je trouve que c'est une manière tout à fait intéressante de poser la question. Vous pourriez réévoquer ou développer un peu cette question-là qui montre que, d'une certaine manière, le manque d'ambition supposée individuelle des élèves vient aussi de ce que les équipes éducatives, l'éducation en général, n'est pas forcément convaincue de ce qu'ils peuvent arriver, comme d'autres, je dirais, à des carrières, à des cursus qui leur permettent de se développer pleinement. Peut-être que ma question n'est pas très, très claire. Alors, Patrick, on te fait une réponse dans 8 jours. D'accord. Et quand même, Oui, non. Il nous faut du temps pour réfléchir et je ne veux pas répondre D'accord, d'accord, d'accord. à leur place. Jean-Paul Delahaye dit que l'intervention que vous venez de faire devrait être utilisée dans toutes les INSPE, les instituts de formation d'enseignants. Qu'ils n'hésitent pas à nous faire inviter. Nous viendrons avec plaisir. Et on enregistre vos propos, on va le Mais pouvoir. voilà, c'est précieux, oui, c'est précieux. Merci hein, encore une fois d'avoir organisé ce que je continue à appeler une enquête au sens large du terme. D'autres questions dans le chat ou ailleurs? Oui, donc, ben, là, il y a une remarque de Bernard Desclos, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a bien eu une commission d'appel, il y a bien eu tout ça. Voilà. Est-ce que je peux poser une dernière question ou est-ce qu'on n'a plus le temps? C'est Vincent Troget. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, l'un d'entre vous, je ne sais plus qui ou l'une d'entre vous, a posé la question, qu'est-ce que vous appelez, je crois que vous l'avez posé à Elisabeth, qu'est-ce que vous appelez réussir? Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup interrogé. Pourquoi vous avez posé cette question? C'est-à-dire, vous aviez quoi derrière la tête en lui demandant qu'est-ce que vous appelez réussir? Il y a une des mamans qui a sa fille en troisième SECPA. Euh, Cette maman estime que sa fille a réussi puisque grâce à la SECPA, alors c'est sa fille qui a voulu y aller, hein, on s'entend bien, et qui avait besoin d'y aller. Et ben en fait, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle sait dans quel lycée elle veut aller et elle sait ce qu'elle a envie de faire grâce aux multitudes de stages qui est proposé en SECPA, aux apprentissages qui sont différents puisque elle a HAS et je crois travaux tels que menuiserie, pardon, ce genre de choses. Quand on parlait de réussite tout à l'heure, on était plutôt sur justement du général, du post-bac. Voilà. C'était un peu le sens de ma question. Euh, il y a des possibilités, c'est un peu ce que disait Elisabeth, et je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il y a plusieurs chemins de réussite, me semble-t-il. Et ce n'est pas nécessairement l'accès immédiat à l'enseignement général qui garantit une réussite. La réussite, enfin, j'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent d'abord à trouver un chemin dans lequel ils trouvent un premier moyen de s'accomplir. En tout cas, c'est l'impression que ça donne en vous écoutant et pas uniquement d'accéder au niveau le plus élevé de l'enseignement général. Enfin, je vous remercie parce que c'était un peu ce que j'avais cru comprendre et ça n'avait pas été explicité. Et merci vraiment pour ces témoignages tout à fait passionnants. Yves Rother? Oui, merci Clotilde, merci aux parents qui sont là. Euh, Peut-être un petit complément par rapport à l'intervention de Jean-Paul Delahaye qui signalait son bouquin, a peut-être signalé deux bouquins publiés par ATD, hein. Celui coordonné par Marie-Alette Gras, L'égale dignité des invisibles, et celui coordonné par Régis Félix, Apprendre des scolarités abîmées. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que parfois, les gens disent oui, mais c'était l'école comme elle était avant. Or, on voit avec vos témoignages, ce qui est important, c'est que ça continue. Comme si l'institution
n'entendait rien ou ne voulait rien entendre. Et donc, il y a là quelque chose d'assez terrible. Et dans ce qu'il y a aussi de terrible dans ces témoignages et dans vos témoignages, c'est la manière dont, à certains moments, l'institution peut faire, comment dirais-je, peser sur les plus jeunes ce qui s'est passé avec les aînés. Hein. Hein, en disant, voilà, son grand frère a fait comme ça, et ben lui, ça sera la même chose. Et donc, du coup, le gamin qui arrive à l'école, il est catalogué d'entrée de jeu. Il n'a effectivement comme avenir que le passé de son grand frère ou de sa grande sœur. Et c'est quelque chose qui est assez terrible. Et voilà, au travers de tous vos témoignages, hein, merci encore, j'aimerais revenir sur une expression qui est parfois employée dans des articles ou dans des ouvrages de recherche où on parle de familles voilà, qui sont distantes de l'école, qui sont à distance de l'école. Et il me semble, au travers de ce que vous dites, que au moins pour une bonne part, ce sont des familles que l'institution scolaire met à distance, tient à distance. Et il me semblerait que ce serait effectivement plus juste peut-être de dire cela. Voilà. Mais merci encore. Hein. Je crois qu'également, il faut quand même lire la dernière intervention de Jean-Paul Delahaye, et qui fait suite à l'intervention de Vincent, je pense, sur le fait que les autres voies de réussite ne sont pas proposées aux cadres, aux enfants de cadres et d'enseignants notamment. Je crois que c'est vrai. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des réussites qui ne, comme dit tout à l'heure, ne sont pas les mêmes, mais D'où la nécessité de préciser ce qu'on entend par réussir. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui renvoie d'ailleurs, d'une certaine façon, à un point que vous soulignez, c'est que il y a les apprentissages, il y a les évaluations. Et vous montrez bien, et Jean-Paul Delahaye insiste là-dessus dans un de ses chats, sur le fait que on peut laisser passer des élèves d'une certaine manière en leur mettant des notes qui leur permettent de passer, tout en étant bien conscients qu'ils n'ont pas les acquis qui correspondent aux attendus de l'école. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu, je trouve. Et je crois que vous avez tout à fait raison d'évoquer ces questions-là. Je me rappelle de réunions à Grigny, précisément, d'où parlaient Gladys et ses collègues, où des parents qui entraient dans une opération classe ouverte aux parents venaient poser des questions. Une des premières questions brûlantes pour eux, c'était est-ce que les notes qui sont données au Collège de Grigny, c'est les notes qu'on donne ailleurs en France? Ils avaient déjà ce sentiment que, par le biais, en effet, qu'on n'accède pas exactement à la même maîtrise des savoirs dans les établissements de l'Hexagone. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont vous témoignez aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une considération en général, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est vécu pour vous d'une manière difficile par les parents, ou bien ils pensent que un 14 obtenu dans un collège de périphérie est la même chose que celle qui est obtenue au collège Henri IV à Paris? Mais alors, moi, je pense que enfin, pour deux établissements d'une même ville, un 14 dans un établissement vaut un 10 dans l'autre, quoi. Mm, mm. Donc non, il y a pas les mêmes notes. En fait, les notes, elles sont adaptées au type de population de l'établissement. Et au niveau de l'enseignant aussi, en fait, c'est un humain qui note. Donc forcément, il a forcément plus ou moins de tolérance, mais c'est ce qui joue aussi, je trouve. Après, Patrick, tu parlais d'élèves qui passent de classe en classe avec des notes qui sont surcotées. Nous, là, les exemples qu'on a eus dans le groupe, c'est des enfants qui ont 3 ou 4 de moyenne et qu'on fait passer dans la classe supérieure parce que de toute D'accord. façon, D'accord. on n'en entend plus rien en fait. Mm, Au mm, collège, de classe en classe jusqu'en troisième, puisqu'en troisième, ils ont 16 ans et c'est au revoir. Donc, Oui, mais ça c'est fait plus la scolarité normale, quoi. ces observations-là. C'est même pas
il y a cette problématique de nos enfants n'ont pas tout acquis et à un moment, ça va se payer. Mais il y a aussi ces enfants qu'on fait avancer de classe en classe parce que de toute façon, ça va peut-être leur faire un électrochoc, mais ça marche pas très bien. C'est pour cause. Oui, tout à fait. Sauf si on met Oui. l'enfant. Ce qui rejoint d'ailleurs la question de l'ambition à laquelle vous allez réfléchir, parce que parfois on dit voilà, à note équivalente, des élèves de catégorie, on va dire cadre, et des élèves de milieu populaire à note équivalente, les cadres ont plus d'ambition. Le problème, c'est est-ce qu'il y a vraiment équivalence des notes? Voilà, parce que, comme le dit l'une d'entre vous, quand on est dans un collège d'éducation prioritaire, on n'a pas envie non plus de casser le moral des élèves en leur mettant les notes qu'on mettrait à d'autres élèves avec d'autres origines et d'autres bagages culturels. Et voilà, ces phénomènes-là, qu'on appelle parfois de manière péjorative de pacification, mais sont tout simplement des réactions humaines face au fait qu'on n'a pas envie de briser une classe d'âge en lui disant qu'elle n'a pas le niveau requis. Mais si on instaurait d'autres pédagogies, est-ce que les enfants de cadre seraient capables d'avoir des aussi bonnes notes? Je ne suis pas sûre. D'autres pédagogies ou d'autres types de programmes, parce que c'est là où, en effet, on peut imaginer que des compétences d'élèves ne sont pas prises en compte, hein. Le fait que parfois des élèves sont polyglottes à la maison et peinent dans la langue vivante étrangère à l'école n'interroge pas beaucoup, alors que tout de même, on peut imaginer que les compétences qu'ils ont pour savoir construire une phrase et s'exprimer et échanger, on ne voit pas pourquoi ils ne les auraient pas à l'école. Enfin, on peut avoir des éléments d'explication, mais le filtre de l'école n'est souvent pas capable de retenir ces éléments-là. Je crois que oui, en effet. Nous approchons de la fin. S'il y a encore eu une question, Yves? Oui, c'est plus des éléments de discussion entre nous, parce que effectivement, hein, vous avez absolument raison. Il arrive qu'on fasse passer des élèves de classe en classe alors qu'ils n'ont pas, qu'on pense qu'ils n'ont pas acquis certaines choses, mais c'est aussi le cas pour des élèves de milieux favorisés. Et peut-être d'autant plus, parce qu'on fait le pari que bon, les parents rattraperont, etc. Donc il faut voir ça de manière un peu élargie. Et d'autre part, l'idée que si on pense qu'ils n'ont pas acquis ce qui était prévu au programme, ça ne sera pas le cas par la suite, est une idée par rapport à laquelle je crois qu'il convient d'être prudent. Parce que ça veut dire qu'on considère qu'il y a une sorte de parallélisme entre les programmes et les apprentissages, d'une part, ce qui est loin d'être le cas, et d'autre part que les apprentissages se feraient sous forme continue, alors qu'on sait qu'il y a des stagnations, des régressions, des sauts, etc. Donc ce que je dis, c'est pas du tout pour, comment dirais-je, pour contester brutalement ce qui a été dit, mais pour essayer d'introduire des éléments de discussion et montrer que les choses sont parfois un tout petit peu plus complexes, quoi. Après, le discours sur les programmes, c'est un discours qui est dit aux parents. C'est pas les parents n'ont pas été regardés, ils l'ont bien dit, hein. Ils n'ont pas regardé les programmes sur Internet, mais c'est un discours permanent qu'ont les enseignants. C'est trop lourd. Et donc, du coup, le ressenti, c'est aussi. Après, il y a le ressenti, c'est trop lourd pour nos enfants, c'est trop lourd pour nous. Mais le fait que les programmes soient trop lourds, c'est un discours des enseignants. De Oui, même que de entièrement dire. d'accord avec ça, Clotilde. Ouais, de dire en C'est pas exactement ce que je pointais, hein, mais entièrement d'accord avec ce que tu dis là. Un discours de justification de la part des enseignants. Oui. Bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir Merci à entrer vous de dans... l'invitation. Oui? Je disais Alors, merci à vous de l'invitation.
Oui, mais elle a Merci. été parfaitement honorée, donc on est très heureux et nous avons du grain à moudre pour la suite.